Le point. Bienvenue chez Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Bonjour Peggy. Bonjour Laetitia. Dans cet épisode, nous revenons à nouveau sur la dite affaire de l'IEP Grenoble. Je vais rappeler les faits, même s'ils sont désormais connus. En mars 2021, des collages apparaissaient sur le mur de l'IEP dénonçant l'islamophobie et le fascisme, entre guillemets, d'un enseignant d'allemand de l'IEP, Klaus Kinzler, et d'un chercheur en sciences politiques, Vincent Tournier. Le Point a couvert de façon extensive ces événements, notamment par le biais d'entretiens avec Kinzler et Tournier. Et on nous a reproché, et par on j'entends surtout la hiérarchie de l'IEP et certains chercheurs de l'Institut, d'avoir eu une approche biaisé du sujet, de prendre parti. Et en effet, nous avons pris parti pour les deux enseignants, et plus largement, nous avons dénoncé ce qui nous apparaissait comme un manque de soutien reçu par ces derniers pour des raisons que nous soupçonnions d'être idéologiques. Donc parmi les collègues ou les étudiants de l'Institut. Alors c'est pour y voir plus clair dans ce labyrinthe que nous convions aujourd'hui Dorian Guinard, maître de conférence en droit public à l'IEP Grenoble. Bonjour. Bonjour madame. Je précise que c'est vous qui avez eu la bonne idée de nous contacter car vous souhaitiez apporter un point de vue nuancé sur cette institution qui se trouve au centre de l'attention depuis quelques mois. Et puisque nous sommes des contrariantes, nous sommes évidemment prêtes à être contrariées à notre tour. Je laisse donc Peggy amorcer cette discussion. Alors, associé à un cabinet spécialisé, la direction de l'IEP Grenoble a récemment mis en garde ses collaborateurs contre le traitement, donc Laetitia le disait, biaisé, que le Point aurait eu de cette affaire. Et vous, en fait, de votre propre chef, vous êtes venu nous voir, donc une question assez simple. Pourquoi avez-vous voulu venir en discuter avec nous ? J'ai voulu apporter un éclairage, on va dire, différent de celui qui avait été évoqué par mon collègue Klaus Kinzler, pour nuancer un petit peu ses propos sur la réalité de ce que vit l'Institut d'études politiques de Grenoble, ce que vivent les étudiants, et puis la pratique professionnelle de mes collègues, et la mienne en particulier, qui ne correspond pas à certaines on va dire caricatures ou constats qui ont été faits par voie de presse, notamment par certains protagonistes de l'affaire. C'est-à-dire que moi, je ne me reconnais pas dans les propos de mon collègue qui parle... Est-ce que vous pouvez rappeler ces propos ? Certains propos qui parlent d'enseignants qui pourraient être qualifiés d'islamo-gauchistes ou ce genre de propos, ou notamment une certaine lâcheté qu'il pointe d'une majorité qui serait silencieuse. Moi, je ne me reconnais pas du tout dans ces propos. J'en ai discuté avec beaucoup de mes collègues ces derniers temps, de façon, on va dire, évidente. Et que ce soit les nouveaux collègues qui sont ciblés ou les anciens, ceux qui ont plus que 5 ans d'ancienneté dans cet institut, eh bien on ne se reconnaît pas là-dedans, parce que déjà l'islamo-gauchisme n'ayant pas été défini, on ne sait pas tout à fait à quoi il y fait référence. Et puis quand on commence à creuser un petit peu, ça ne correspond absolument pas à la réalité des choses. Réalité que je peux détailler parce qu'il y a certains de vos auditeurs, certains de vos lecteurs qui peut-être ont une image assez, on va dire caricaturale des événements et surtout un certain nombre, je pense, de fantasmes par rapport à ce qui se passe à Sciences Po Grenoble. Et c'est pour ça que moi j'ai voulu prendre la parole pour rétablir un certain nombre de vérités, ou en tout cas exposer ma vision des choses. Alors justement, je pense que le mieux serait de reprendre l'affaire dès le début. Et nous voulions vous demander pour commencer, quelle avait été votre réaction quand l'appel au licenciement de Kinzler et de Tournier, traité d'islamophobe, est apparu sur les murs de l'IEP. Un choc, non, ça c'est sûr. Pas de tergiversation possible. Non, c'est choquant. Moi, je les ai appelés de toute façon dans la foulée. Voir le nom de ses collègues avec les qualificatifs qui étaient apposés sur la façade de l'Institut. Non, c'est vraiment c'est un choc. Ça, tout le monde. Ça a choqué d'ailleurs une partie de la France, voire la France entière. Ça a choqué aussi la communauté universitaire. On s'est réunis dans la foulée. C'était un jeudi, je crois. On s'est réunis en assemblée générale le lundi. On a évoqué tout ça et on a fait un ensemble de communiqués. Donc, je parle pas nécessairement de la direction, mais de l'ensemble des enseignants-chercheurs de l'IEP de Grenoble, et on a fait un communiqué qui dénonçait de façon explicite et univoque ces collages. Surtout 6 mois après ce qui s'était passé avec M. Paty. Et est-ce que vous avez suivi les tensions qui avaient précédé cet événement ? En réalité, non. Moi, j'ai appris une partie des échanges le 4 mars.
Après, maintenant, je les connais bien, je les maîtrise bien. Moi, j'ai discuté avec tout le monde, hein. Donc l'ensemble des protagonistes de cette affaire. Pas vraiment beaucoup avec Klaus Kinsler, mais beaucoup avec Monsieur Tournier. Moi, on a refait le débat, évidemment. Ce débat existe, on peut le poser. Donc Je pense qu'on peut... ce débat sûr, peut-être Le pour triptyque préciser. sur voilà, le fait de mettre trois termes qui sont racisme, antisémitisme et islamophobie sur le même plan, ou en tout cas de façon suivie. Ce débat, il existe en droit parce que clairement, l'islamophobie n'est pas un délit si on estime que par islamophobie, c'est la possibilité de critiquer un dogme. Ce qu'une Mhm. partie de vos lecteurs, je pense, ont compris comme ça. Ce qui n'était pas du tout dans la tête de ma collègue historienne qui a été critiquée, ça ne correspond absolument pas à cette définition. Et parce que les deux premiers thèmes, c'est-à-dire le racisme et l'antisémitisme, sont des délits pénaux qui sont condamnés comme tels, quoi. Donc, Pour votre collègue, islamophobie, ça voulait dire critiquer des musulmans, c'est-à-dire des oui, personnes ça qui renvoyait pratiquent cette dans son religion. Ouais. esprit, ça. Alors, après, il faudrait l'interroger, je ne veux pas travestir ses propos, mais pour Mhm. en avoir discuté avec elle assez rapidement, dans son esprit, il n'a jamais été question de remettre en cause la possibilité de blasphémer, mais c'était évidemment islamophobie qui renvoyait à l'incitation à la haine contre une personne en raison de son appartenance à une religion. Et c'est à peu près comme ça d'ailleurs que ce terme est perçu dans l'ensemble des travaux des sciences sociales, notamment anglo-saxons. Très bien. Alors, plus généralement, quelle est votre appréciation de cette affaire, donc de son début à sa fin, même si elle n'est jamais vraiment terminée? Ouais, alors, ouais, vous avez bien, peut-être pas fini. Mon appréciation, c'est que ça a instauré une ambiance qui est... Bon, le délétère, c'est le mot qui revient souvent, mais c'est vrai, c'est le cas. L'ambiance n'est pas bonne. Elle va s'améliorer, mais elle n'est pas bonne. Moi, je trouve très très sincèrement que c'est disproportionné par rapport à la controverse universitaire de départ. En revanche, là où c'est pas forcément disproportionné, c'est par rapport au collage des noms, parce que c'est un acte éminemment grave et choquant. Donc moi je comprends tout à fait qu'il y ait une partie des gens dans l'opinion française qui soient choqués et revendicatifs par rapport à ça, il n'y a aucun souci. En revanche, sur la polémique au départ en elle-même de la controverse, c'est disproportionné. Sincèrement, c'est disproportionné. Ça pose en tout cas, et c'est là où ça devient intéressant, c'est un vrai cas de réflexion sur la portée que peut avoir ce type d'événement dans la France. Hein, cette crispation qu'il y a est politiquement intéressante. Alors nous, ça a eu un impact sur notre vie professionnelle et je pense personnelle aussi un peu, qui est, bon, qui est dramatique, mais du point de vue intellectuel et politique, c'est intéressant. Et puis, ça met aussi en avant un certain nombre voilà, de polémiques universitaires, de points juridiques intéressants sur la liberté d'expression, la liberté académique, et qui sont intéressants à étudier, quoi. Après, du point de vue plus personnel, on est à l'Institut d'études politiques de Grenoble, l'ensemble des collègues, là je peux parler, je pense au nom de tout le monde, assez las de ce genre de polémique. Est-ce que vous pouvez développer les points que vous trouvez intéressants, juridiques par exemple? C'est intéressant du point de vue de la liberté d'expression, ça. Est-ce que finalement un professeur agrégé du secondaire est bénéficiaire ou pas d'une liberté académique comme les enseignants chercheurs? Ça, c'était un point qui n'a pas forcément été tranché et qui est intéressant. Euh, la définition aussi peut-être de l'islamophobie qui n'est pas un terme totalement utilisé, notamment dans la jurisprudence, où on parle vraiment en termes de droit d'incitation à la haine contre une personne en raison de son appartenance à une religion. Il n'a jamais été question, et je pense ni dans la tête de M. Kinsler, ni dans la tête de ma collègue historienne, de remettre en cause la possibilité de blasphémer ou de ne pas blasphémer. Donc ça, juridiquement, c'était intéressant. Après, ce qui n'est pas du tout intéressant et qui ne correspond pas du tout à la réalité, c'est le procès médiatique, entre guillemets, qui a été fait à l'Institut d'études politiques de Grenoble en wokisme ou en islamo-gauchisme. Ça, c'était moins intéressant. Et si je comprends bien, vous êtes senti très solidaire au départ de vos deux collègues, et puis le temps passant, vous avez trouvé qu'ils élargissaient beaucoup trop les critiques, et notamment Klaus Kinsler. Moi, c'est pas que j'étais solidaire, c'est que quand il y a mes collègues qui voient leur nom apposé sur une façade avec les qualificatifs que l'on connaît, évidemment que tout le monde est solidaire de ça, hein. Moi, je n'étais pas solidaire, je suis toujours solidaire. Le rapport de l'IGSR, qui est l'inspection générale Mhm. du supérieur, qui a pointé que M. Tournier n'a professé ou proféré d'ailleurs aussi aucun contenu illégal, de ce fait, moi j'ai strictement rien à leur reprocher du point de vue de la liberté académique, hein. Donc ça, c'est la solidarité, elle est toujours là, en fait. C'est pas de l'imparfait, hein.
En revanche, ce que moi je ne comprends pas et ce qui ne correspond pas à mon appréciation de la réalité, et je pense que j'ai une détention ici de la réalité qui est la bonne, c'est qu'il n'y a pas de lâche ou de courageux à l'Institut d'études politiques de Grenoble, c'est que ce qu'il dénonce ne correspond pas, à mon avis, à la réalité des choses. Maintenant qu'il y a une minorité d'étudiants très engagés qui ont dérapé ou dépassé les bornes de ce qu'est la loi, notamment en demandant un appel à délation, je pense que la justice tranchera. Pour le reste, il n'y a pas d'islamo-gauchisme au sens d'alliance d'une partie de la gauche avec des milieux islamistes, hein, clairement. Ça n'existe pas à l'Institut d'études politiques de Grenoble, donc je pense qu'il faut qu'on arrête, y compris lui d'ailleurs, hein, de proférer ce genre de propos parce que ça ne correspond pas à la réalité, et puis ça nuit aux études des étudiants de Sciences Po Grenoble, et qui, pour partie, sont vraiment très brillants. Donc, voilà, il faut rétablir ces vérités-là, et je pense que M. Kingsler, quand il dit ça, il énonce son opinion, et elle ne correspond pas à la réalité. Non, mais la difficulté, c'est que dans le terme islamo-gauchisme, il y a autant d'ambiguïté que dans celui d'islamophobie. Ouais. Parce que islamo-gauchisme, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une collusion entre une certaine gauche et une forme d'indulgence à l'égard d'une pratique de l'islam qui peut être très communautariste. Vous voyez, c'est... Ouais, mais si on le définit comme ça, moi, du coup, moi, j'ai pas à me prononcer dessus. Moi, j'ai pas à porter de jugement de valeur là-dessus. En gros, est-ce qu'il y a des propos qui sont légaux ou illégaux tenus à Licence Po Grenoble? Quand ils sont légaux, c'est très bien. Quand ils sont illégaux, c'est interdit. Donc, j'ai jamais vu d'incitation à adhérer à des pratiques qui étaient contraires aux valeurs de la République à Sciences Po Grenoble. J'ai jamais vu ça. Donc si par islamo-gauchisme vous entendez ça, moi je l'ai jamais vu. Alors c'est pas forcément moi, c'est justement moi je suis assez gênée par le terme parce que je pense qu'il décrit quand même des accointances, mais en effet il est peu efficace parce que il est flou. Oui. Mais voilà, je pense. Juste, mais sur ces accointances-là, de toute façon moi je ne suis pas en capacité de les prouver, je ne les ai jamais vues. Donc je peux pas me prononcer dessus. Je comprends. Après si on me les prouve et qu'on me les montre, je veux m'y regarder, mais je ne les ai jamais vues à Sciences Po Grenoble. Jamais. Alors, d'un point de vue je dirais un peu extérieur, l'IEP est apparu assez soudé, même très soudé pour condamner les apparitions de Kinsler dans les médias, mais je trouve que beaucoup moins pour condamner et pour le soutenir dans la vindicte qu'il a subie. Est-ce que vous partagez cette appréciation et si oui ou non, enfin bref, comment est-ce que vous pourriez l'expliquer ? Est-ce que vous pouvez préciser vindicte ? Eh bien, par exemple, il y a eu quelques tribunes dans Le Monde qui ont été publiées. Ouais, j'en ai signé une. Et qui donnaient l'impression de se désolidariser non pas du collage, disons de la condamnation des collages, ça c'est très clair, mais de la suite. Ouais, alors je vais vous expliquer. Questions qui étaient posées. Moi, je ne me désolidariserai pas de M. Kingsler et de Vincent Tournier sur les collages. Jamais. Oui, non, mais ça j'ai bien compris. Non, mais pour aussi que l'ensemble des auditeurs et de vos lecteurs comprennent, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout ici question de faire l'apologie de quoi que ce soit que vous avez énoncé avant. La question n'est pas là. La question, c'est ce qu'ils ont subi est choquant. Il y a eu un soutien. Alors après, ils peuvent interpréter ce soutien de façon différente, mais le soutien, il a eu lieu par voie de communiqué. On a réglé un certain nombre de problèmes aussi en interne. Bon, je pense qu'on y reviendra. On a eu un certain nombre de discussions en interne parce que, en tant qu'universitaire, après ces événements, on a réglé les choses en interne et on ne s'est pas épandu dans la presse. Erreur ou pas erreur, je ne sais pas. Par rapport à ses propos, moi j'ai commencé à me désolidariser de ses propos, et non pas de ce qu'il a vécu, on est d'accord, à partir du moment où il pointait une lâcheté et que M. Kingsler évoquait un certain nombre de mes collègues, alors en plus moi je suis pas visé, donc j'ai toute l'attitude pour en parler, qu'il évoquait un certain nombre de mes collègues nouveaux qui étaient les tenants d'une certaine façon de penser la science, notamment les sciences sociales, et que lui estimait qu'ils étaient militants et proches de ce qu'il a qualifié à un moment donné, je crois, d'islamo-gauchiste, et c'est ce qu'il énonce dans un dernier article d'Atlantico la semaine dernière. Moi je me désolidarise de ça parce que, donc ça, je sais pas si c'est la vindicte ou pas, mais moi je me désolidarise de ça parce que ça ne correspond pas à la réalité. C'est-à-dire que mes collègues sont des collègues, je parle de ceux qu'il a visés, sont des collègues qui font de la recherche, publient dans des revues à comité de lecture, donc ils sont jugés par leurs pairs, et qui ont des travaux qui ne
peuvent pas véritablement être critiqués du point de vue scientifique, c'est-à-dire du point de vue des sciences sociales. Alors après, on va pouvoir avoir une grande discussion sur est-ce que les sciences sociales sont une science ou pas, moi je rentrerai pas dedans. C'est juste que leur recherche est évaluée par les pairs. Et c'est comme ça qu'on définit la recherche. Bon, moi je vais pas savoir si c'est militant ou pas, et puis de façon très très sincère, en dehors du droit public, je n'ai strictement aucune compétence pour les évaluer, donc dont acte. Et à partir du moment où M. Kingsler critiquait ses travaux et ses collègues, en nombre, s'il a parlé de plus de 25 personnes, il parle encore de 20% des effectifs des enseignants-chercheurs, donc ça fait du monde. Bah, moi, je dis simplement, en toute humilité et modestie, bon, ils ont des pairs qui les évaluent, et ils arrivent à publier. À partir de là, moi, j'ai pas à juger la qualité de leur recherche, et ça n'en fait pas, du coup, des enseignants-chercheurs militants ou des islamo-gauchistes. Voilà. Donc moi, je me suis désolidarisé de ces propos parce qu'ils ne correspondent pas à la réalité, c'est tout. En fait, je vais vous poser la question autrement. Finalement, ce qu'on aurait peut-être attendu, quand on n'est pas sur place, donc on ne voit pas ce qui se passe, on aurait peut-être attendu un grand soulèvement de tous les étudiants et les enseignants, quelque chose de très visible pour condamner ces faits. Et ça ne s'est pas passé. Et c'est ça qui peut sembler étrange parce qu'en l'occurrence, il s'agissait quand même de une ou deux personnes très seules contre des activistes. Et l'interprétation qu'en a fait Klaus Kinsler et Vincent Tournier, peut-être, je ne veux pas parler à leur place, je m'imagine, c'est qu'il y avait une ambiguïté quand même chez certains qui certes étaient choqués, vous l'avez dit, par ces collages, mais qui en même temps pensaient que les deux l'avaient bien cherché parce qu'ils étaient quand même allés remettre en cause des notions, en effet, prétendument scientifiques. Est-ce que vous ne croyez pas que le problème, il est là, en fait, quand il parle de lâcheté? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre à cette question. Il faudrait éventuellement interroger d'autres personnes. Je pense, c'est ce que M. Kinsler a pensé, c'est peut-être ce que Vincent Tournier a eu, il faudrait leur demander aussi. Mais par plusieurs communiqués, il y a quand même eu une condamnation nette, franche et massive de ces collages. Difficile de faire plus, notamment à partir du moment où on réglait un certain nombre de problèmes entre nous sans en parler systématiquement dans la presse. C'est-à-dire qu'en gros, pour répondre un peu plus précisément à votre question, si derrière il y a eu des règlements de compte personnels, ce que vous sous-entendez un tout petit peu, ça sincèrement je ne peux pas me prononcer dessus, je n'ai aucune information à ce sujet. Et moi je n'avais aucune acrimonie contre ces deux personnes avant, donc voilà. Je ne parlais pas de règlement de compte, je parlais d'une ambivalence. Voilà, mais ça, j'ai bien compris. Non, j'en sais rien, ça, honnêtement, je ne sais pas. Oui. Je ne peux pas vous répondre. Et en fait, c'est vrai que peut-être le choix, après c'est un choix qui se défend complètement, de ne pas avoir voulu répondre sur l'intérêt médiatique et d'avoir voulu faire les choses en interne. C'est sûr que d'un point de vue extérieur, et surtout que cette affaire a soulevé l'émotion nationale, je dirais. On peut dire. C'est vrai que là aussi, il y a eu peut-être eu une impression de pas de contraste, mais d'inégalité, je sais pas comment on dit. Mais même est-ce que la retenue, je vais essayer de compléter votre remarque et vous me dites si ça correspond pas à ce que vous aviez en tête. Avec le recul, on peut penser que l'absence de réponse médiatique du corps enseignant-chercheur à cette polémique a été une espèce d'absence de soutien. C'est ça que vous voulez traduire comme sentiment ? Oui, c'est à peu près ça, dans le sens, en tout cas dans le sens d'une perception. C'est vrai que ça a pu paraître comme un renoncement. Oui, peut-être. Voilà. Alors c'était pas le cas nécessairement. On a décidé, alors peut-être avec un an de recul, c'était pas forcément la bonne position, mais on a décidé de discuter beaucoup entre nous. Sans en référer, parce que ces problèmes-là se règlent de façon interne parce que l'Institut d'études politiques de Grenoble est un établissement public, et qu'un certain nombre de problèmes se règlent en interne et entre enseignants-chercheurs, et que la voie médiatique n'est pas nécessairement à privilégier, surtout quand la voie médiatique permet une réaction immédiate qui parfois n'est pas forcément la meilleure. Donc voilà, on a parlé entre nous, on a réfléchi entre nous, on a réglé un certain nombre de problèmes entre nous, comme toute administration le fait la plupart du temps, quoi. Et oui, on n'a pas cherché à accaparer le terrain médiatique. Peut-être qu'on aurait dû le faire. Après, vous savez, les universitaires parlent beaucoup, c'est pas forcément très adapté
à des formats où il faut répondre très rapidement et pertinemment en 30 secondes. Quoi. Ce qui n'est pas le cas des contrariantes. Oui. Merci. Non, mais l'affaire a quand même relativement dépassé les deux enseignants, Claude Kinsler et Vincent Tournier, parce que par exemple, il y a eu des étudiants qui, sous couvert d'anonymat ou non, qui ont dénoncé l'atmosphère de purge qui régnait depuis assez longtemps à l'IEP Grenoble. Et ça, est-ce que vous en avez eu vent et qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors on a tellement eu vent, enfin, on a eu un certain nombre de témoignages, moi j'ai reçu des mails pour évoquer ça. On a même fait plus que ça, que depuis janvier, mais Le Point a eu connaissance d'un certain nombre de documents, notamment de réunions que moi j'ai dirigées et dont j'avais rédigé un certain nombre aussi de comptes rendus. On a organisé avec les étudiants la semaine dernière un certain nombre de réunions pour justement, alors purger, je sais pas si c'est le bon mot, mais pour, on va dire, éradiquer cette atmosphère qui parfois n'était pas propice au débat. Donc pour rétablir une atmosphère propice au débat, pour que les purger la étudiants... purge. Oui, purger la purge, exactement. C'est pour ça que j'ai employé un autre mot. Et donc du coup, voilà, pour que les étudiants retrouvent une atmosphère sereine et puis puissent s'exprimer de façon libre. Voilà. Donc ça, on a mis en place un certain nombre de réunions. On a commencé vendredi dernier. Donc on met en place un certain nombre de structures, de réunions qui vont permettre ça, pour rétablir cette atmosphère-là. Donc moi je dis pas qu'elle n'existe pas, enfin qu'elle n'existait pas, il y avait un certain nombre de problèmes, on est en passe de les régler, en tout cas on essaye de les régler, et puis après ça dépend aussi, c'est pas systématique quoi. Je veux dire par là qu'il y a vraiment un certain nombre de cours où il y a strictement aucun problème de liberté d'expression. Moi, à titre personnel, dans mes cours, je n'ai jamais eu d'étudiant qui s'est plaint de ne pas pouvoir exprimer un point de vue, ou qui avait peur d'exprimer un point de vue sur des sujets qui étaient aussi polémiques. Hein. Et ça concerne quel cours ? Je sais pas, c'est pas. On a fait les réunions sans que les gens soient stigmatisés, donc je peux pas vous dire exactement quel cours ça concerne ni quelle personne ça concerne. Mais et puis c'est là où je sais que ça peut paraître, on va dire, en décalage par rapport à ce que certains Français ont lu dans vos articles ou dans la presse par rapport à ce qui s'était passé à Sciences Po Grenoble, mais ça ne concerne pas énormément ni de cours ni de personnes, tout ça. Donc il y a une vraie atmosphère pour un certain nombre d'étudiants qui n'était pas bonne et qu'on va éradiquer pour la remplacer vraiment, enfin pour rétablir une atmosphère de débat dans le respect. Il y a aucun problème et on s'y attelle beaucoup. On consacre avec beaucoup d'enseignants-chercheurs, beaucoup de collègues, beaucoup de temps à ça. C'est d'ailleurs du temps qu'on ne consacre pas non plus à la recherche. Donc c'est un vrai investissement de notre part, ce que je veux dire par là. Et le phénomène qui a été décrit, je pense, par Klaus Kinsler est disproportionné pour le coup par rapport à ce qui se passe vraiment. Après, ça n'enlève rien au fait que, encore une fois, l'écolage a eu lieu et puis qu'il y a un certain nombre d'actions qui avaient été menées par des étudiants, notamment sur l'appel à délation, qui existaient. Hein. Tout ça est marqué dans le rapport de l'inspection générale de l'enseignement supérieur, donc on en est tout à fait conscient. Et de là à dire que ça perturbe tous les cours et que, en gros, Sciences Po Grenoble est le evergreen français, sincèrement, c'est même pas que c'est décalé par rapport à la réalité, c'est que là, ça n'a strictement aucun fondement. Alors pour nos auditeurs, oui, il faut rappeler Evergreen, qui est en fait un collège aux États-Unis où un professeur de biologie du nom de c'est bien Brett Weinstein avait été pourchassé par des étudiants parce qu'il avait refusé de participer, parce qu'il avait critiqué le choix de faire une journée d'absence. Une journée d'absence qui, dans cette université, était consacrée tous les ans à la célébration de la contribution des Afro-Américains à la société, et pendant laquelle, en général, seuls, quand je ne me trompe pas, les Afro-Américains ne venaient pas en cours. Or, l'année où je crois que c'est en 2017, on a demandé aux Blancs de ne pas venir en cours. D'où le fait que cet enseignant a été pourchassé, qu'il a fini par démissionner. En effet, c'était violent. Hein, c'était très violent. Ça, bien sûr, alors nous, on ne prétend absolument pas ça. Alors, vous citiez justement le rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche sur la situation à l'IEP de Grenoble en mars 2020, qui est paru en avril 2021. Pardon, en mars 2021, qui est paru en avril 2021. Et ce rapport dit aussi des choses assez intéressantes sur le syndicat étudiant majoritaire à Grenoble, qui a changé de nom.
Parce qui a changé de nom, mais qui s'appelait l'Union syndicale. C'est ça. Et je vais citer un peu longuement le rapport pour qu'on situe bien. Ouvrez les guillemets, à cet égard, au travers des multiples pièces qu'elle a collectées et des nombreux témoignages qu'elle a recueillis sur sa convocation de l'interlocuteur ou à la demande expresse de ce dernier, la mission a découvert qu'un climat de peur s'était installé depuis plusieurs mois parmi les étudiants de l'IEP et que les accusations de l'Union syndicale sur les réseaux sociaux, notamment en matière de violences sexistes et sexuelles, sont ainsi devenues une arme redoutable entre les mains de l'organisation étudiante et qu'elle en use pour tenter de déstabiliser, marginaliser ou exclure de l'IUP tous ceux qui ne lui semblent pas partager ses positions. Fin de citation. Et j'ajoute que des étudiants, vous devez le savoir, ont été accusés à tort et ont donc de violences sexuelles et ont souffert de dépression. Certains allant jusqu'à quitter l'IEP. D'ailleurs, ces étudiants n'ont jamais porté plainte, donc ce sont des choses qui sont très, très peu connues. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est extrêmement grave ? Si. Et je finis, est-ce que vous ne pensez pas que la hiérarchie, là je parle de l'administration de l'IEP, a vraiment tardé à répondre et n'a pas été à la hauteur ? Alors, première chose, évidemment, ces faits sont graves, et ils sont graves de fait parce que donc il y a des enquêtes qui sont menées, il y a des enquêtes pénales du coup qui sont menées parce que certains faits relèvent de ce qu'on appelle du harcèlement. De fait, on est plus que dans la gravité, on est dans le pénal, et clairement, si ces phénomènes sont répandus, eh bien, ils seront mis au jour par la justice pénale, et donc moi il m'appartient même pas de me prononcer dessus. Bien sûr. Première chose. Après je vais répondre sur l'administration vous allez avoir une réponse très courte. Mais avant il faut revenir sur la première partie. Moi c'est sur le climat de peur. Alors le climat de peur, c'est le mot effectivement qui est employé par le rapport de l'inspection générale. Le climat de peur, il n'était pas nécessairement partagé par tout le monde au sein de l'IEP. Deuxième élément, ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors là, ça pose toujours la question que tout le monde connaît, qui est fondamentale, qui est déterminante, mais il y a énormément de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, et l'ensemble des personnes, notamment des administrations publiques et notamment des instituts d'études politiques, mais comme l'ensemble des universités, ne peuvent pas maîtriser ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à former de plus en plus les étudiants aux conséquences pénales de l'utilisation des réseaux sociaux en organisant un certain nombre de formations. Ça, c'est la première chose. Visiblement, il faut continuer, parce que ça n'a pas terriblement marché. Et la deuxième chose, c'est que je ne peux pas me prononcer sur la façon dont l'administration a réagi par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas statutairement habilité à le faire. Oui, d'accord. Et puis, en vrai, mon jugement n'est absolument pas pertinent là-dessus. Moi, ce que je vois dans tout ça, si vous voulez, c'est... Il y a des faits qui ont été avérés. Il y a des enquêtes qui sont diligentées. Et à la fin, on va voir si les faits sont constitutifs de délits pénaux ou s'ils ne le sont pas. Et le climat de peur qui est relayé, qui est décrit dans le rapport de l'IGSR, est un climat qui doit être de toute façon, encore une fois, éradiqué. Donc on s'y attelle beaucoup et on est conscient du sujet. Il n'y a aucun problème là-dessus et on va rétablir la sérénité. Non, mais je vous entends bien, mais il semble qu'il y ait aussi de fausses accusations qui aient été portées. Et ça, comment dire, il y a des gens qui en ont... Oui, il y a des gens qui en ont pâti, ça c'est sûr. Alors, nous parlons, c'est sûr. Moi, j'attends l'enquête pénale. Vu que j'ai aucun élément pour me prononcer dessus, j'attends l'enquête pénale. Oui, mais si ces gens ne portent plainte, finalement, pas plainte, on ne saura jamais. Ah bah, mais après, du coup, moi, je peux pas me prononcer. Vous pouvez pas vous prononcer, mais finalement, il n'y a pas que le légal, il y a le moral aussi. Et moi, ce que je trouve assez délirant, vu de l'extérieur, c'est que la hiérarchie, encore une fois, je sais que vous ne vous prononcerez pas dessus, mais soit resté complètement inerte. Bref, forcément, c'est intéressant comme remarque parce que je vais essayer de la reformuler sous un prisme juridique. L'administration ne peut se prononcer qu'à partir du moment où des plaintes ont été déposées et où des faits, j'ai dit et où des faits sont portés à sa connaissance pour éventuellement diligenter une enquête administrative. Les deux sont indépendants. Il n'est pas dit que toutes les situations que vous venez de décrire aient été portées à la connaissance de l'administration et de la direction de l'IEP. Vous voulez dire les situations où des gens ont été accusés sans preuve ? Ouais. Oui, c'est possible. Donc l'administration, en tout cas la direction, je pense que quand vous dites l'administration, c'est la direction ?
Oui, la direction. Oui, voilà. Donc, la direction a du mal à se prononcer sur des faits qui ne sont pas soumis à sa connaissance. Non, mais bien sûr, mais il y a l'officiel et il y a l'officieux. Voilà, l'impression que ça donne, en tout cas, elle est mauvaise. Et c'est vrai que parfois, les impressions, ça compte. Oui, ça compte, madame, mais je ne peux pas me prononcer sur des faits Ouais. qui n'ont pas été portés à ma connaissance et qui je ne sais pas s'ils ont été aussi portés à la connaissance de la direction. Oui. Et par ailleurs, il y a d'autres choses qui n'ont pas été portées à la connaissance de la direction. C'est que certaines violences sexuelles ou sexistes ne l'étaient pas non plus. C'est-à-dire qu'il y avait des accusations, la direction n'en avait aucun signalement, il n'y avait pas de plainte au pénal non plus. Donc en fait, ça c'est aussi quand même compliqué. Le problème aujourd'hui, c'est que comment dire, le poids de la charge est à celui qui est accusé. Même sans aucune plainte pénale. Il suffit d'une rumeur pour être considéré comme accusé. Ouais, c'est compliqué ça. Alors c'est compliqué, on y réfléchit de fait depuis assez longtemps à Sciences Po Grenoble. Donc là on est passé sur la thématique les violences sexistes et sexuelles. Oui, on est extraordinairement tributaire du dépôt de plainte, donc c'est pour ça qu'on encourage la plupart du temps, voire tout le temps, les victimes de ce type d'actes à porter plainte. Il reste que nous, à partir du moment où des faits ont été commis et ont été portés à notre connaissance, et que cela relève d'un délit, en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, on est obligé de saisir le procureur de la République. Et donc du coup, c'est la seule obligation qu'on a quand ces faits sont portés à notre connaissance. Pour tout le reste, oui, c'est compliqué, c'est-à-dire que la seule rumeur, la seule déclaration de faits entraîne un certain nombre de conséquences. Ça, on est d'accord. C'est l'énorme problème des réseaux sociaux. Ce qu'on appelle le tribunal quasi médiatique, en fait. Et c'est pour ça que nous, on encourage, à partir du moment où il y a une agression sexuelle présumée ou une agression ou violence sexiste présumée, à déposer plainte. Tout à l'heure, vous avez dit que dans vos cours, jamais personne en fait ne s'était plaint d'atteinte. Devant moi, hein. Oui, bien sûr. Que vous n'avez en tout cas, vous n'avez pas eu connaissance de gens qui se plaignaient d'atteinte à leur liberté d'expression. Mais à l'inverse, est-ce que vous avez eu des étudiants qui ont critiqué votre enseignement pour des raisons morales ou idéologiques ? Non, jamais, sincèrement. D'accord. Bon, j'aimerais bien développer, mais ça m'est jamais arrivé. Si ce n'est pas arrivé, c'est pas arrivé. Mais alors, et plus largement, est-ce que vous pensez que l'IEP respecte le pluralisme idéologique ? Oui, alors, il faudrait définir pluralisme idéologique, mais oui. Vous avez raison. Oui. En gros, moi, je lis de temps en temps dans la Brest que ce type de débat ne peut pas avoir lieu. Sincèrement, la direction a mis en place, notamment depuis la fin février, ça continue au mois de mars, ça continuera en avril, des conférences sur ces sujets-là. Donc il y a une pluralité d'opinions, d'avis scientifiques aussi qui existent à Sciences Po Grenoble. On n'est pas tous. Alors tout le monde met en avant son appartenance politique, éventuellement la ligne politique qu'il a choisi d'épouser. Moi, mes collègues et mes étudiants n'ont pas à connaître mes opinions politiques durant mes cours, quoi, aussi. C'est peut-être ça qu'il faut aussi rappeler. Donc il y a un certain nombre. Moi, dans mes cours, il y a un certain nombre de choses que je fais qui ne sont pas des jugements de valeur, en fait. Donc, il faut aussi relativiser tout ça. Comme M. Kingsler avait parlé d'institut de rééducation politique. On en est terriblement loin, quand même. Hein. Donc, oui, évidemment qu'il y a un pluralisme. Déjà, il y a un pluralisme académique qu'il y a à Sciences Po Grenoble. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes conceptions du droit positif, des théories économiques, de la façon dont les sciences politiques se construisent. Premier pluralisme, et puis aussi des pluralismes politiques qui existent. On fait un certain nombre de débats avec des gens qui ont des opinions politiques, pour le coup, très très différentes. Et ça, c'est la réalité de Sciences Po Grenoble. Il suffit juste de voir, j'ai en tête parce que c'est les exemples les plus récents. Il y a une association d'étudiants qui a organisé une semaine de la transition énergétique à Sciences Po Grenoble la semaine dernière. Il y avait plein de gens avec plein d'avis politiques différents qui ont été invités et ça n'a posé strictement aucun problème. C'est peut-être moins polémique que le sujet initial. On est d'accord. Mais alors, justement, vous m'amenez là où je peux en venir. C'est que y a quand même des engagements affichés par l'IEP qui sont, à mon avis, à la limite
de l'objectivité scientifique. C'est, je pense à cette semaine de l'égalité, qui était d'ailleurs le point de départ de l'IR de Klaus Kinzler, qui ne voulait pas que le terme islamophobie soit accolé à racisme et antisémitisme. On est allé regarder un petit peu le programme des dernières années. Et alors, bon, déjà, tout est en écriture inclusive. D'ailleurs, tout le site de l'IEP Grenoble est en écriture inclusive. C'est plus le cas. Après, il faudrait définir l'écriture inclusive, mais maintenant, il n'y a plus de point E. Alors, pour la semaine de l'égalité, il y en avait encore. Il y en avait, mais là, il n'y en a plus. C'est fini. Peut-être que ça a changé. Bon, bah, pour les gens, écriture inclusive, c'est quand vous savez, vous dites française et français. Bah, ça, c'est du français, ça, c'est pas d'écriture. Vous écrivez le point médian. Ouais, c'est ça qui existe. C'est vrai. Et ben ça n'existe plus. Voilà. Alors ça n'existe plus, mais certains chercheurs continuent à l'employer. Oui, s'ils veulent. Voilà. Et pour moi, ça n'est pas neutre. Et puis même si vous regardez le programme de cette semaine de l'égalité, franchement, ça n'est pas neutre non plus. Sans parler en plus des associations qui peuvent être invitées, il y a quand même des associations qui sont sous l'influence des frères musulmans. Donc ouais. moi Vous parlez des étudiants qui ont distribué des repas, c'est ça ? Non, je parle d'une association invitée à dialoguer oui. Donc, dans le cadre... Des étudiants musulmans de France qui distribuaient des repas sur le campus. Oui, mais qui étaient aussi invités à dialoguer lors de la semaine de l'égalité. Donc, ils sont considérés comme des interlocuteurs crédibles. Ouais, bah, ils ont été invités. Alors, je ne vais pas me faire l'avocat ou quoi que ce soit. Je dis simplement un rappel statutaire. Ils ont été invités parce que je justifie rien. Juste un rappel du point statutaire. Et ils ont été invités parce qu'ils menaient une action de distribution de repas sur le campus. Et alors, je crois dire ça sans me tromper, je crois que c'est une association agréée par l'université. Donc à partir de là, c'est une association qui est légale. Et donc, il est, on va dire, logique d'inviter les associations agréées par l'université. Voilà, oui, mais là, vous voyez que c'est un petit peu... comment dire, ça pense mord la queue, parce que s'il suffirait que l'université valide n'importe quoi pour que ce soit légal, et encore une fois... Elle ne peut pas valider n'importe quoi, elle est obligée de valider des associations qui n'ont pas un objet statutaire illégal. Sinon, ces associations ont encore une dissolution, notamment par le ministre de l'Intérieur. Oui, bon, alors, admettons que ce soit légal, moi je trouve ça quand même un petit peu gênant, mais surtout... Admettons, c'est légal. Dans cette semaine de l'égalité, il y avait quand même... on voit bien qu'il y a une orientation sur certains sujets, donc là... il y a ce sujet-là. Il y a aussi la question du genre. L'orientation est claire. On fait venir des gens qui pensent tous pareil sur les inégalités, sur les discriminations. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que quand on regarde le programme, on ne voit pas de pluralisme. Voilà. Et alors, cette semaine de l'égalité, le problème, c'est que maintenant, elle est devenue quasiment obligatoire. Si j'ai bien compris, non, elle n'est pas quasiment obligatoire. Elle est obligatoire pour la troisième année. Mais c'est quand même assez fou parce qu'il y a le contenu scientifique est quasiment inexistant dans cette semaine de l'égalité. Je ne vais pas me prononcer sur le contenu scientifique de cette semaine pour une simple raison, c'est que je ne l'ai pas suivi. Oui, mais regardez les titres. Oui, déjà. Non, j'ai vu, mais après moi je ne l'ai pas suivi. Que je mais avec le nom des invités, les sujets, on voit bien où ça tend. C'est là en fait où ça ne passe pas. C'est-à-dire que moi j'entends vraiment tout ce que vous dites sur le fait que l'IEP Grenoble n'est pas evergreen, qu'il ne faut pas exagérer, qu'il y a des tas de gens qui font très bien leur travail, qu'il y a plein d'étudiants qui ne font que travailler. Mais il y a ces espèces de signaux qui sont là, qui sont visibles par tout le monde et qui pèsent. Et c'est là que je ne comprends pas en fait la politique de l'IEP. Si elle voulait vraiment échapper aux accusations, elle supprimerait ce genre d'initiative. Bah, ça dépend ce qu'elle a envie aussi de défendre. Alors moi, je vais pas défendre la direction. Elle les rendrait vraiment pluralistes. Elle les rendrait extrêmement, à fait pluralistes. Donc ce serait très différent. Moi, je pense que c'est très facile de pluraliser ce genre d'événements. Hein. Mais sans doute, mais moi, je ne peux pas me prononcer dessus. Ce que je dis simplement, c'est que c'est une semaine qui a vocation à faire prendre conscience à un certain nombre d'étudiants des discriminations qui existent, notamment des discriminations que vous avez fondées sur l'orientation sexuelle ou le genre, vous l'avez rappelé. Maintenant, n'ayant strictement aucune compétence sur les travaux effectués sur ce type de problématique, je ne peux pas juger la qualité ou la pertinence des intervenants qui sont venus lors de cette semaine. Donc j'entends ce que vous dites, mais moi je n'ai pas les compétences pour critiquer ça. De plus, c'est jamais mauvais de s'interroger sur les discriminations. Après, mais pas comme ça. Moi je pense que c'est une... C'est le pas comme ça qui me dérange. Moi je peux pas critiquer. Voilà. Oui, mais c'est une approche qui est...
c'est une approche qui n'est pas neutre, en fait. Et c'est ça le problème. Très sincèrement, madame, si vous rentrez sur le terrain strict de la neutralité, Ouais. c'est ce qu'on appelle la neutralité axiologique, chère à certains, à certains penseurs, dans le domaine des sciences sociales, vous allez avoir du mal à dire que tous les enseignants-chercheurs de l'université française, voire du monde, sont des partisans absolus, en tout cas des aficionados, de la neutralité axiologique. Oui, mais alors, la question, c'est pas forcément d'avoir un débat là-dessus, c'est que quand il y a des points de vue, des approches différentes, au moins on fait dialoguer des gens différents. Il y a par exemple beaucoup d'économistes spécialistes de la discrimination qui font des études extrêmement fiables. Je ne vois pas ce genre de personnes invitées. Je ne vois pas des gens qui ont fait beaucoup de quantitatifs, par exemple. Moi, quand je vous dis que le sujet est intéressant, c'est qu'il est vraiment scientifiquement intéressant. Mais justement, allons voir tous les gens qui travaillent dessus avec des approches différentes. Mais bon, voilà, on va pas s'étendre sur le sujet, mais je pense que c'était important quand même qu'on évoque On peut le faire, mais enfin, cette vous semaine pouvez de le faire, mais moi, l'égalité. sincèrement, je suis incompétent pour évoquer ça. Mais je comprends. Moi, je trouve que oui, l'IEP, parce qu'il échappe aussi à un certain nombre de polémiques en ce moment, retrouve une sérénité qui est nécessaire aux étudiants, parce que la chose principale, c'est quand même que les étudiants aient des conditions d'études qui leur permettent de travailler normalement. Et ça, sincèrement, et très très honnêtement, ça n'a pas été le cas pendant une grande partie des 12 derniers mois, parce que c'était polémique sur polémique. Donc l'idée, c'est évidemment de rétablir ça. C'est aussi de montrer que ce que l'on fait à Sciences Po Grenoble, dans l'ultra-majorité, ne correspond absolument pas aux caricatures qui en ont été faites, vraiment. C'est-à-dire qu'on n'a pas évoqué le wokisme, mais ce n'est absolument pas un repère du wokisme. Je veux dire, si tant est d'ailleurs qu'on ait défini ce terme. Hein, comme on a C'est pu pour voir ça qu'on l'a pas évoqué, parce que nous, on ne croit pas justement à Exactement. cette... Et ben, c'est bien de ne pas l'avoir évoqué, parce que de toute façon, ce ne serait pas le cas. Et donc, du coup, on en est à un stade aujourd'hui où voilà, c'est sans doute un peu fragile parce que c'est assez nouveau, mais les étudiants travaillent beaucoup. Les premières années ne sont pas du tout, on va dire, omnubilées par ces polémiques-là parce qu'ils n'étaient pas là quand ça a éclaté. Et donc du coup, bah, on va retrouver une atmosphère de travail normale et c'est plutôt bien. Il y a un certain nombre plus d'actions qui ont été faites par la direction, le comité des sages, les différentes conférences. Il y a beaucoup de conférences en plus là, qui portent notamment sur des enjeux bien plus fondamentaux, hein, je veux dire le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, c'est des vrais sujets aussi, hein, la guerre en Ukraine, enfin des gros sujets quand même, hein, qui normalement mobilisent les enseignants-chercheurs d'IEP de Grenoble. Et bah, on va s'atteler à travailler là-dessus, plutôt que rester sur la polémique qu'on vient d'évoquer, qui sincèrement est encore une fois une polémique disproportionnée par rapport aux faits initiaux, quoi. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite de pouvoir travailler dans la sérénité. Merci beaucoup, Dorian Guinard, d'avoir participé aux Contrariantes. Merci pour cette conversation très intéressante. Et pour terminer, je vous livre une citation de Raymond Aron. « Objectivité ne signifie pas impartialité, mais universalité. » Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour la prochaine édition des Contrariantes. Merci madame.